Salam alaikum Azul, bonsoir. Comme chaque samedi, nous ferons une rétro-info des événements de la semaine et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir Samir Bellatesh qui n'est pas encore avec nous, qui devrait nous rejoindre dans 2 minutes, qui est militant pour la démocratie et les droits de l'homme. Badis Khnissa, président cofondateur à Club Émergence. Bonjour, M. Pensionneuf. Bonjour, et néanmoins membre de Tallaï Houriyat. Tout à fait. C'est un membre du comité central. Tout à fait. Et Samir Ghazlaoui, journaliste et universitaire. Bonjour, merci à vous merci deux pour d'être avec l'invitation. nous. Merci. Alors, premier sujet. Al-Watan, Bouteflika affecté par une bronchite aiguë. Selon la présidence, la visite de Merkel reportée par Majdi Makadi. Donc voilà, une visite attendue de Merkel, programmée depuis longtemps et qui a été annulée en dernière minute quasiment, pour, nous dit-on, une bronchite de Monsieur le Président qui l'aurait empêché de parler normalement. Parce qu'avant la bronchite, il parlait normalement. Qui veut se lancer ? Écoutez, c'est un profond regret, bien évidemment, de voir ce type de situation arriver, qui plus est à l'échelle internationale, avec qui plus est une chancelière que tout le monde demande, tout le monde essaie d'avoir une audience avec elle, ne serait-ce que pour déjà établir un plan d'action économique et pour dire que c'est une chancelière quand même qui est à la tête d'un premier pays, une force économique européenne. Mais moi, ce que je retiendrai, au fait, suite à cette situation, c'est que, et nous n'avons cessé d'ailleurs de le répéter, c'est que nous sommes dans une situation dramatique, une situation très dangereuse, qui est finalement la résultante de tout ce qui s'est passé en amont. En d'autres termes, nous sommes face à un État qui est en panne, ces institutions sont en panne. Donc aujourd'hui, cette visite annulée de Mme Merkel n'est que, on va dire, le résultat néfaste qui a été entrepris bien avant et qu'aujourd'hui nous sommes en train de subir les conséquences. Mais ce coup-ci, et d'ailleurs pas mal de fois précédemment, c'est le peuple algérien, encore une fois, c'est 40 millions d'Algériens qui sont pris en otage dans cette situation, qui n'ont rien demandé, qui ont finalement demandé à avoir un État digne de ce nom, un État, oui, mais pourquoi nation. ont-ils annulé la... Parce que là, tout le monde aura compris que la bronchite n'existe pas. Ce monsieur n'a pas eu de bronchite, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. On a dit, bon, comme on va annuler qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme maladie bénigne qui ne pourrait pas avoir des répercussions sur l'état de santé du président, l'état de santé officiel. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? On ne va pas dire il est agonisant, on ne va pas dire il a une paralysie, on va dire tiens, une bronchite. Bronchite, ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qui a nécessité qu'ils inventent cette bronchite pour annuler cette visite? Pourquoi cette visite a été annulée? Là, il faut pas se raconter des histoires. Il faut poser la question telle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire la situation de la santé et l'état de santé du président se pose maintenant vraiment parce que là, depuis pratiquement son accident vasculaire, exactement, on a tout le temps essayé de prouver qu'il se porte bien. On a même eu des confrères, ils ont subi ça, c'est-à-dire ils disent qu'il va mal et il se soigne à l'étranger. Exactement, le lendemain, 24 heures après, on le montre à la télé pour dire non, il va bien. Voilà. Mais là, je pense vraiment la question se pose sérieusement, c'est-à-dire sur la gravité de... Vous pensez que cette fois-ci, il est moi, franchement, personnellement, c'est pour ça que la visite aurait été annulée? Oui, je pense, parce que quand même, vu l'importance de la visite, comme mon ami Badis l'a rappelé, c'est quand même la femme la plus puissante même du monde. Parce que, parmi, disons, les personnalités les plus puissantes. Exactement, en tout cas la femme la plus puissante du monde. C'est-à-dire elle était normalement programmée pour discuter autour des relations algéro-allemandes. C'est-à-dire discuter de la situation des partenariats économiques qui est très important pour notre pays.
Et là, c'est-à-dire on annule, on ne la reporte même pas. C'est-à-dire pour l'instant, elle est annulée. Parce que, on dit on verra après. C'est exactement ça, parce qu'en réalité, on ne sait pas comment l'état de santé du président va évoluer. Et je trouve ça vraiment regrettable, parce que ça condamne encore une fois notre pays, c'est-à-dire un état d'attente, quoi, un état d'attente généralisé dans tous les domaines, quoi. Mais Bouteflika, de toute façon, depuis ce fameux AVC, mais même avant, il a toujours été malade. Mais depuis l'AVC, il ne s'exprime plus. La preuve, c'est qu'il n'a même pas fait sa campagne électorale. Pendant sa prestation de serment, difficilement, lui avait mis une oreillette pour lui dicter. Il est courté. Et en même temps, il lisait comme ça, d'une voix bredouillante. On lui avait mis un micro de pilote, vous savez, les pilotes de chasse. Il ne parle pas depuis la bouche, il parle depuis la boîte laryngale, le larynx. Ça prend le son du larynx. Et malgré ça, on a vu de nos yeux, et les documents existent jusqu'à ce jour, son frère a envoyé quelqu'un du protocole lui retirer les feuilles du discours et pour arrêter parce qu'il commençait à partir. Donc tout le monde sait, lors de la visite de Valls, on a vu dans quel état déplorable il était. Il bavait. D'ailleurs, ça a créé un scandale. Le tweet fait par... C'est là où je voulais en arriver. Alors certains disent que cette visite n'a pas été annulée parce qu'il est peut-être à l'article de la mort, il est très malade. Certains disent que la visite aurait été annulée parce que les services protocolaires de Merkel n'ont pas voulu jouer le jeu de la protection de l'image du président. Ça veut dire parce que eux, les gens qui reçoivent, ils leur disent vous ne faites pas de zoom, vous ne faites pas de plan rapproché, de gros plans du visage du président. Les journalistes, nous devons avoir notre mot à dire. On peut ne pas accepter certains journalistes. Merkel doit faire comme si elle parlait alors qu'elle ne parle pas. Et il semble que les Allemands n'aient pas accepté ces conditions. Écoutez, c'est une lecture possible, effectivement. N'oublions pas que Mme Merkel est à la tête de la première puissance européenne, est un pays par excellence de rigueur, la rigueur germanique qui est très connue. Voilà, c'est un pays qui s'est relevé suite à une guerre mondiale. Absolument. Donc, et ce n'est pas non plus des chefs d'État africains à qui on a peut-être effacé une dette pour pouvoir mieux les contrôler, disons, et puis les rentrer un peu dans cette pièce théâtrale. Donc je pense qu'effectivement, on peut avoir cette lecture-là, où le service protocolaire est à sa tête, Mme Merkel, qui plus est, rappelons-le que c'était une visite de 2 jours, une visite profonde, vraiment sur des thématiques économiques, qui plus est, qui a trait justement au partenariat gagnant-gagnant entre les Allemands et les Algériens. Donc c'est vraiment d'une importance extrême. Donc je pense qu'effectivement, on peut avoir cette lecture, dans le sens où, à quoi bon finalement aller s'asseoir autour d'une table et suivre une pièce théâtrale dans laquelle nous sommes tout simplement acteurs et non plus décideurs. À quoi bon aller dans ce marasme, Et puis se prêter à une prise d'otage d'un président par on ne sait qui. Parce qu'on ne sait pas qui le prend en otage. Parce que vous savez, Mme Merkel aussi a des devoirs, mais aussi elle a des comptes à rendre à son pays et à sa nation, à son peuple. Voilà, à contrario... Mais sinon, nous allons continuer comme ça longtemps à ne pas appliquer l'article 102 qui était l'article 88. Ça c'est une bonne question, mais encore une fois, il faudrait avoir des hommes courageux c'est-à-dire qui s'assoient autour d'une table. Alors, quand je dis courageux, c'est-à-dire qui peuvent vraiment apporter des réponses aux questions posées. Parce que là, c'est-à-dire quand on prend un article à appliquer, il faut qu'il soit, c'est-à-dire il faut qu'il soit vraiment, en tout cas, l'identité du personnage ou de la personnalité publique qui prend la décision, c'est-à-dire qu'il soit sûr de ce qu'il fait. Là, on n'est pas encore, on n'est pas bien informé, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Ils ont mis tout sous contrôle. Ça veut dire même le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Il est dirigé par M. Delsi, Delsi qui a été nommé par Saïd Bouteflika au lendemain de l'AVC, justement pour ne pas enclencher ce genre de procédure. Donc, ils ont tout... C'est exactement à quoi je voulais en venir. Réclamer l'article 88, l'article 102 maintenant dans la nouvelle Constitution. À qui le demander, à qui le réclamer? À qui le demander? Le Conseil constitutionnel. C'est un instrument, un outil parmi tant d'autres. Donc moi, c'est lui qui s'autosaisit. Absolument. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Soyons honnêtes là-dessus. Le Conseil constitutionnel, si vraiment il remplissait ses prérogatives
hein, selon la Constitution, exactement. Il n'aurait jamais validé la candidature de M. Bouteflika, n'est-ce pas? Évidemment. Donc voilà, commençons par le commencement. Je pense qu'aujourd'hui, Et des partis comme le vôtre, pourquoi ne montent-ils pas au créneau de façon efficiente, de façon visible, pour exiger l'application de l'article 102? Monsieur Benchenouf, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Donc, tant bien que mal, nous avons, à une époque, effectivement, tenu un discours sur la vacance du pouvoir, sur l'application de l'article 88 à l'époque où il y avait l'ancienne Constitution, l'article 102 avec la nouvelle. Mais encore une fois, partant sur le principe, si on garde à minima une cohérence politique, au bout d'un moment, il faut changer de feuille de route et essayer d'aller justement dans cette dynamique de résultante, d'avoir un résultat escompté. Donc aujourd'hui, s'inscrire dans une démarche de vouloir à tout prix appliquer l'article 102, nous savons très bien qu'elle est vaine. Elle mènera nulle part, parce qu'encore une fois, le vis-à-vis n'existe pas. Le vis-à-vis constitutionnel, le vis-à-vis exécutif n'existe pas. Il n'empêche qu'il ne faut pas baisser les bras. Nous ne baissons pas les bras, bien évidemment, loin de là, loin de là. Maintenant, dans notre feuille de route, bien évidemment, qui a été réadaptée en fonction de la donne, de l'actualité dans laquelle nous vivons. Il ne faut pas non plus être déconnecté comme ils le font très bien d'ailleurs. Ils sont complètement en autarcie par rapport à ce qui se passe en Algérie. Donc, nous avons réadapté notre feuille de route et effectivement, aujourd'hui, c'est sur ce travail de proximité, une politique de proximité avec le peuple et pour le peuple. Donc, c'est au peuple de changer la donne, changer la dynamique. Parce qu'encore une fois, c'est un discours de sourds que nous menons avec ce régime, parce qu'il est dans, tout simplement, il s'inscrit dans une démarche de préserver ses acquis, préserver ses intérêts et essayer d'asseoir son pouvoir et sa domination. Et surtout par rapport à cette vacation des pouvoirs, comme j'ai encore une fois, je vais le rappeler, c'est-à-dire personne, c'est-à-dire n'a le courage de poser la question réellement, quoi. C'est-à-dire quand on a parlé du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire si au sein du Conseil constitutionnel on se réunit, on décide qu'il y a vacation des pouvoirs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont avoir le courage de l'annoncer, de le décider et d'en assumer la responsabilité? Je ne crois pas, vraiment. Même au sein des partis de l'opposition, je pense que ça les gêne, cette vacation du pouvoir. C'est-à-dire parce que ça va créer un précédent. Mais ils vont y arriver tôt ou tard. Le monsieur est malade. Mais tôt ou tard, il va penser à la succession d'une façon ou d'une autre. Oui, après maintenant, comme on dit en arabe, al-a'mar fi yadillah. Mais évidemment, un jour, s'il y a vraiment vacation, c'est-à-dire si le président décède, là, il y aura vraiment vacation, c'est-à-dire... du jour au lendemain, comme ça, en catastrophe. Non, c'est-à-dire là, il y aura vacation du poste de la présidence de la République, mais il y a la Constitution, c'est-à-dire il y a la Constitution... Qui prévoit ce genre de... Exactement. Convoquer le corps électoral. Exactement. Mais là, je pense franchement, que d'abord, il n'y a pas c'est-à-dire une entité ou une personnalité publique, encore une fois, qui peut prendre la décision d'appliquer l'article concerné. Et même, deuxièmement, c'est-à-dire les partis de l'opposition eux-mêmes, pour ne pas parler des partis de la majorité, ils seront gênés que la vacation du pouvoir se passe... Qu'est-ce qui empêchera le pouvoir, comme il a fait maintenant, par exemple, avec un président totalement malade, totalement déconnecté, absolument incapable de réciter la table de multiplication de 2, et qu'ils font passer pour le président qui reçoit, le président qui analyse des dossiers, qui nomme, qui dégomme, qui limoge, qui ceci, qui cela. Qu'est-ce qui les empêcherait demain, s'ils décèdent, de le faire passer pour vivant? Alors ça, quand même, c'est quand même à l'époque. Au moins 2 mois, 3 mois. Non, c'est difficile quand même. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est une expérience qu'on a vécue en Russie, il fut un temps. Oui. Non, mais c'est difficile. Franchement, je ne crois pas. Il faut être réaliste. Non, je ne crois pas. Franchement, ils ne pourront pas cacher sa mort si jamais il décède? Non, je ne crois pas. Parce qu'il faut savoir aussi, et c'est très important de le souligner, le président, même quand il était en forme, il était, c'est-à-dire dynamique, il ne travaillait pas tout seul. On le sait très bien. Il a une garde rapprochée. Actuellement, il a pratiquement la même. Il y a Ouihia, il y a son frère Saïd Bouteflika, qui est... C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non... Vous pensez qu'il fait partie des oui, franchement, je pense. Vous ne pensez pas qu'il fait plutôt partie de la périphérie qui exécute les ordres? Ah non, là, c'est ces histoires de lutte de clan. Moi, je ne crois pas du tout, je vous le dis tout de suite. Non, pas une question de lutte de clan. Oui, parce qu'on l'a présenté... La position d'Ouihia dans la prise de décision. Certains disent que Ouihia, il est vraiment périphérique. Il fait beaucoup de cirque, mais il ne décide rien. Et d'autres disent, comme vous venez de le dire, qu'il serait parti du premier cercle. Moi, franchement, je le pense sérieusement. Déjà, son poste l'indique,
Et qu'on le veuille ou non aussi, son frère, il occupe un poste officiel. C'est le conseiller du président. Oui. Il y a aussi le chef de l'état-major de l'armée qui est vice-président. Tout ça, c'est des éléments à prendre en considération. Nous allons passer au sujet suivant. La répression de la manifestation des étudiants en pharmacie. TSA, un rassemblement d'étudiants en pharmacie violemment réprimé par la police, par Taoufik Abdelbari. Alors voilà, donc les étudiants sont en grève depuis 2 mois à peu près, ou un peu plus. Ils revendiquent des points absolument légitimes. Ils s'inquiètent de la qualité et du niveau de leurs études qui est absolument abyssal, nous disent-ils. C'est catastrophique. Des débouchés qui n'existent pas. Ils demandent des choses essentielles, juste pour pouvoir avoir des études qui se respectent. Et on leur a répondu par des coups, par des obscénités, par des blasphèmes. On les a traînés par terre, on leur a envoyé des flics, mais alors absolument atroces pour les frapper. Vous l'avez très justement dit, M. Benchenouf, ces revendications sont légitimes. D'une part, elles sont un droit fondamental, constitutionnel. Ces individus, ces citoyens ont des devoirs, mais également des droits auxquels nous devons nous attarder. Donc, en revanche, en face, vous avez un régime, vous avez un gouvernement qui applique une disproportion et une violence à l'égard de ce type de revendications pour la bonne et simple raison que c'est un souci majeur pour eux de voir justement le peuple s'émanciper, demander, réclamer des droits. Et qui plus est, venant par une élite, par les universitaires, par les bien-pensants de cette Algérie qui se veut être justement l'Algérie de demain à travers son capital humain. Donc pour eux, il y a une forme d'émancipation très dangereuse qui peut précipiter un peu leur chute. Donc ils s'inscrivent dans une démarche où ils vont essayer de cloisonner, décrédibiliser, museler, voire même, avec, on l'a vu récemment, malheureusement, avec une violence inouïe, sans précédent, parce qu'ils veulent justement endiguer la problématique en amont et bien évidemment... Ils ont peur de l'étincelle qui pourrait entraîner absolument. Une réaction vous en savez, chaîne. il y a Kennedy qui dit une phrase magnifique où à vouloir justement interdire ou étouffer les revendications, enfin plutôt les révolutions pacifiques, vous rendez inévitables les revendications et les révolutions dites violentes. Oui. Donc aujourd'hui, on s'inscrit dans cette démarche-là. Moi, personnellement, quand je vois ce type de mécanisme pris par ce régime, je m'inquiète parce que finalement, je me dis, c'est un peu on est sur une poudrière et il faut écouter ce peuple, il faut écouter ces citoyens parce que finalement, on est dans une démarche où cet exécutif est censé être au service du peuple algérien. Donc il est censé être à l'écoute du service, il doit écouter la rue. Mais ce régime, en même temps, il a un postulat très singulier. Quand vous dites que cet exécutif est censé être... c'est comme si vous suggérez qu'il y a une séparation des pouvoirs, qu'il y a un législatif, qu'il y a un judiciaire. Non mais idéalement, je veux dire, encore une fois, je parle de la théorie. Il est censé, j'ai bien dit il est censé, donc je suis dans le conditionnel. Donc il est censé être à l'écoute. Mais effectivement, si parlons justement des séparations de pouvoirs, il y a beaucoup à dire là-dessus. D'ailleurs, il y a une confusion des pouvoirs. Il y a des forces extra-constitutionnelles qui aujourd'hui mènent nulle part. Le pays, justement, quand je disais en introduction qu'il est en panne, les institutions sont en panne, elles sont justement dues à cette non-séparation des pouvoirs, effectivement. Mais pour revenir sur cette tentative d'endiguer ces démarches-là, elles s'inscrivent aussi dans un postulat que ce régime sait bien faire depuis quelques années déjà, même depuis quelques décennies, qui consiste à interpréter le fait de s'asseoir autour d'une table et de répondre à des revendications légitimes et quelque part une espèce de marque de faiblesse, une espèce de courber l'échine, fléchir. Pourquoi cette brutalité contre des manifestations pacifiques, légitimes? Et vous avez surtout, avant de répondre à ça, vous avez raison entièrement de rappeler que c'est... franchement, quand on voit la plateforme de revendication des étudiants de pharmacie, avant eux, il y avait, je crois, les étudiants c'est-à-dire la médecine dentaire. C'est-à-dire c'est des revendications strictement pédagogiques. Et en voulant justement éviter le politique, le pouvoir,
c'est-à-dire transforme des revendications pédagogiques d'étudiants, c'est-à-dire quand même d'élite, parce que les pharmaciens, les dentistes, les médecins, quand même, c'est pas... Font de longues études, très laborieuses. C'est très stratégique pour un pays. Pris parmi les bacheliers les mieux notés. Exactement. Ouais. C'est-à-dire ils transforment leurs revendications pédagogiques en une affaire politique, parce que là, c'est-à-dire l'agressivité et les violences des policiers, c'est-à-dire qui ont réprimé une manifestation pacifique, s'est transformé en l'espace de quelques heures en une affaire politique. Alors qu'avant, c'était vraiment, c'est-à-dire ça rentrait dans des revendications comme on en voit pratiquement chaque jour partout dans le pays. Exactement. Mais pourquoi cette violence? Vous avez vu cette violence de ce policier qui giflait à pleine volée cet étudiant en cherchant visiblement à l'humilier. Cet autre policier, 4 ou 5 policiers qui traînaient quelqu'un à travers, sur les escaliers. Pourquoi Je crois que c'est une sorte de cercle vicieux de violence que vit notre pays. Parce qu'après là, on pourrait partir dans des explications sociologiques. Mais là, franchement, pour être c'est-à-dire pragmatique, c'est que quand les policiers, c'est-à-dire ils subissent la pression, et là ça va pas pour, ça va, c'est-à-dire je dis pas ça pour défendre ou justifier la violence, mais c'est-à-dire c'est juste pour dire que c'est pas vraiment de leur faute quoi. Ils subissent un système qui leur demande chaque jour de réprimer n'importe laquelle, c'est-à-dire des manifestations ou n'importe laquelle. Sans leur donner des consignes, ça veut dire ne pas être brutal. Ça veut dire en quelque sorte, c'est les autoriser, c'est leur demander à être brutal, être outrancier, à ne pas respecter la loi. Parce que moi, je connais bien les policiers de notre pays. Ouais. Quand on leur dit attention, il ne faut pas brutaliser les gens, ils ne brutalisent pas. Ça veut dire le fait de ne pas leur dire, c'est les encourager à brutaliser. Est-ce que c'est fait exprès? Franchement, je pense que ça dépasse cela. C'est-à-dire un policier, de toute façon, c'est-à-dire le responsable, ils ne vont quand même pas dire ou donner un ordre officiel en leur disant allez, il faut les violenter, il faut les agresser. Là, non, c'est juste qu'ils ne leur disent pas attention à ne pas dépasser la limite. Il suffit qu'ils ne leur disent pas ne dépassez pas les limites pour qu'ils se croient autorisés à les dépasser. Non, en fait, franchement, moi je pense que c'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire lors de la confrontation entre un policier qui devait en quelque sorte cadrer une manifestation, et ça dégénère. Malheureusement, ce n'est ni la première ni la dernière fois. Ça sera toujours comme ça. Après, juste pour finir, Badis, je ne sais pas si vous avez vu que le ministre de l'Intérieur, lors de sa visite à Tizi Ouzou, il a dit c'est un montage. Il a dit qu'on ne connaît pas. Il a dit c'est-à-dire on n'a pas tous les éléments. Et c'est pour cela qu'il a... Il a dit on ne vous a pas montré toutes les images. Exactement. Comme s'il disait un peu, ce policier, s'il en est arrivé à gifler cet étudiant comme ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Il a subi des choses avant. Voilà. Et c'est pour ça que je dis... Il a dit la vidéo a été coupée. Il a dit comme ça. Ouais. Et c'est pour cela qu'il a dit, je pense qu'il a diligenté une enquête. Il a ordonné la DGSN, soi-disant, de faire une enquête pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Après, comme je dis, ce qui est regrettable, c'est que même l'intervention de la police, ils devront être là. Et c'est-à-dire pourquoi ils veulent à chaque fois que, je ne sais pas, un syndicat estudiantin ou un syndicat de fonctionnaires ou de médecins ou d'enseignants, c'est-à-dire ils se rassemblent pacifiquement dans une place publique. Pourquoi cette volonté acharnée à les disperser? Et pourquoi les violenter? Badis, qu'est-ce qui se passe dans l'université? Pourquoi ce régime fait-il tout pour ne pas permettre l'éclosion d'une contestation organisée? Je vous donne l'exemple, dans la même semaine, des enseignants qui tenaient une réunion à l'intérieur du campus pour se constituer en syndicat autonome ont été envahis par des gens venus d'on ne sait où, des Baltagia, très probablement, dont on dit qu'ils ont été envoyés par le recteur lui-même, et qui ont molesté les universités, qu'ils en ont envoyé un à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe à l'université? Pourquoi ce régime a-t-il peur que cette université ne s'organise par des manifestations, les sit-ins, les syndicats autonomes? Pourquoi? Absolument. Qui plus est, l'enceinte universitaire est censée être sanctuarisée, sacralisée dans ce contexte-là. Mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui en Algérie, c'est tout à fait le contraire. Comme je disais tout à l'heure, j'estime qu'aujourd'hui, ce régime
a une lecture très directe, très frontale de ces mouvements-là. Ces mouvements-là, justement, sont peut-être des mouvements annonciateurs du changement, de revendications légitimes. Aujourd'hui, effectivement, c'est les étudiants de pharmacie. Il y a quelques mois, c'était le syndicat autonome pour les réformes de retraite. Oui. Donc, vous voyez, il y a une accumulation, il faut voir la dynamique. Et cette synergie, si vous voulez, des forces et des mouvements revendicateurs, bien évidemment, à force d'accumulation, va créer une dynamique beaucoup plus importante. D'où mon explication en amont, où ma propre interprétation, toute modestie gardée, et que on parlait du service d'ordre. Effectivement, c'est un service qui est censé justement régner l'ordre et que la manifestation se passe, qui plus est pacifique. Exactement. On a bien vu les images. À aucun moment nous avons vu de la violence ou de la casse. Donc ils sont, et qui plus est, c'est à qui le dit-on, c'est des universitaires, des élitistes, des gens justement qui ont peut-être créé ce cercle vertueux qui aujourd'hui menace beaucoup plus. Donc on a bien vu les images. On n'était pas dans un débordement, loin de là. La personne qui a pris cette gifle, cette humiliation, elle avait les bras baissés, elle était entre les mains du policier. À propos d'humiliation, de brimade, de vexation, Ali Belhaj a subi hier quelque chose d'atroce. Comme chaque vendredi, il a été mis dans un drap, on l'a pris, on l'a jeté comme un paquet de linge sale dans une voiture et on lui a cassé la jambe. Absolument. Vous savez, vous évoquez, M. Ali Belhaj, je fais la transition justement sur ce sujet. Vous savez, moi, on peut diverger. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre richesse entre citoyens algériens. On converge, on diverge sur d'autres points. D'ailleurs, c'est le b.a.-ba de la démocratie, ce qui permettra d'enrichir les débats. Avec la condition de défendre les droits de tous, bien de sûr, la même manière. Bien sûr, on est tous égaux. Bien sûr, c'est une justice sociale, une justice pour tous les citoyens algériens. Absolument. Donc, et partons de là, moi, je pense que Ali Belhaj est un citoyen algérien, avant toute chose, est un citoyen qui a des devoirs et qui a des droits, et surtout des droits également. Donc, et puis je m'indigne davantage. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un comme Yahya qui a justement, d'une manière unilatérale, a fait une déclaration stupéfiante, certes, qui n'a rien d'étonnant. On parlait tout à l'heure de la séparation des pouvoirs. Oui. Donc on est dans cette confusion des pouvoirs. Oui, lui il a dit quasiment, oui, c'est interdit de le contraindre de cette manière. C'est interdit de lui interdire de quitter Alger, c'est interdit, il l'a reconnu de facto, mais je le fais pour l'intérêt du pays, et puis c'est le président qui a dit. Monsieur Benchenouf, encore, toujours est-il, à que je sache, M. Yahya est un DIRCAP, c'est un directeur du cabinet de la présidence. Oui. Voilà. Donc nullement dans l'institution, l'instance du pouvoir judiciaire. Il est le porte-parole d'une certaine manière de Monsieur le Président, absolument, qui aurait donné l'instruction de faire ceci. Mais on est censé être dans un État démocratique. C'est ce qu'eux qui disent. Absolument. Ils disent une chose et il y a des articles de la Constitution qui protègent les droits des individus, les droits des citoyens. Donc, partons de là. Ce monsieur n'avait pas à se substituer au pouvoir judiciaire, qui lui est celui, bien évidemment, le pouvoir judiciaire indépendant, d'agir dans ce contexte-là. Mais pourquoi les partis politiques, dont le vôtre, ne prennent-ils pas la parole pour dénoncer, comme vous êtes en train de le faire maintenant, les dépassements, les excès, les abus contre les étudiants, contre un citoyen comme Ali Belhaj? À ma connaissance, écoutez, il n'y a que Gilles Jadid détrompez-vous, justement, vous permettez de rétablir la vérité. Allez-y. Écoutez, il y a quelques jours, d'ailleurs, je vous enverrai l'interview. M. Ali Belhaj a donné une interview, je crois, de mémoire à TSA. Oui. Une longue interview d'ailleurs, où il avait abordé ces sujets-là, donc ces problématiques sur, en l'occurrence, M. Ali Belhaj, sur d'autres mouvements. Est-ce qu'il a dénoncé les dépassements contre les étudiants, contre les professeurs à l'université? Mais il est un citoyen algérien avant qu'il soit un chef de parti. Oui. Vous savez, oui. Et puis qui plus est, il a exercé certaines responsabilités, donc il sait très bien de quoi il parle. Donc aujourd'hui. Oui, mais une atteinte contre des enseignants universitaires à l'intérieur d'un campus qui est censé être sous une immunité absolument insurclassable. Ça veut dire sous la protection non seulement de l'État, mais du peuple en entier, dans toutes ses composantes. Le campus, le Hurma. Alors quand il y a un cas comme ça, des gens qui arrivent, il y a des caméras, il y a des agents de sécurité, il y a des BSP, il y a des indicateurs partout, comme tout chacun le sait à l'université. Ces gens arrivent et repartent sans que personne ne les identifie seulement, et il ne se passe rien, et la classe politique observe un silence abyssal. En tout cas, pas la nôtre, en tout cas. Non, je vous confirme que votre parti n'a pas condamné.
Écoutez, nous avons contesté. Non, pas officiellement. Mais je pense qu'à travers la tête du parti, le chef de parti, qui est M. Ali Benflis, qui conteste d'une manière publique dans une interview, donc qui est rendue publique. Donc non, mais vous concernant les enseignants à l'université. Non, il a abordé également ce sujet. Je vous enverrai l'interview, vous lirez attentivement, où il a contesté tout excès, si vous voulez, à l'encontre du droit de l'individu et des citoyens algériens. Parce qu'il prône justement un état de droit. Et pour un état de droit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une justice pour tout le monde. Quelque chose d'autre à dire avant de passer au sujet prochain? Je pense qu'on a tout dit autour de... Alors, la manifestation intersyndicale à Tizi Ouzou qui a eu lieu ce matin, qui a pris fin dans de bonnes conditions, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, dont nous allons parler. Mais avant, nous allons écouter une courte interview, puis nous vous annoncerons le titre, une courte interview de Houssine Ghasmi, mon confrère, juste après le titre. Monsieur Aitralbi, bonjour. Bonjour. Monsieur Aitralbi, vous êtes à Tizi Ouzou, c'est ça? Exactement, oui. On vient de terminer la marche. Monsieur Aitralbi, justement, est-ce que les 17 syndicats qui ont appelé à la manifestation étaient présents aujourd'hui? Exactement, la totalité, tout le monde. Lesquels? Donc, nous avons l'UNPF, donc l'Union nationale de syndication et de la formation, c'est nous. Et il y a le CNATES, il y a le SLATES, il y a SNTSP, donc le syndicat des praticiens de la santé. Il y a ceux de la formation professionnelle. Et il y a ceux de l'AIMA, donc voilà. Il y a ceux des PTT, il y a ceux des vétérinaires. Il y a ceux des enseignants d'école primaire. Voilà, normalement, voilà, considérez-vous justement que cette manifestation est un succès ou pas aujourd'hui? Exactement. On a cassé le tabou. Donc, au départ, on avait un problème. Donc, c'était prévu que la marche notre couche. Mais suite à la résistance et la persévérance, on a pu quand même forcer les forces de l'ordre à nous permettre de marcher. Et ça a été voilà, très très bien. On a fait la marche pacifique, tout le monde a été compréhensif, y compris les citoyens. Une bonne organisation. Ça a été vraiment un succès incroyable. C'est tout le monde qui en témoigne. Monsieur Aitralbi, justement, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de détails? Combien il y avait de monde? Est-ce que les autres wilayas étaient là? D'après les estimations, oui, les 48 wilayas étaient présents parmi nous. Donc, et tous les corps de la France sociale, beaucoup plus les syndicats que je viens de citer. Et le nombre, ça varie de 8 000 à 10 000 personnes. D'après les journalistes et d'après les services de sécurité, même nous, on a fait moi personnellement, j'étais devant de la marche, jusqu'à la queue de la marche, sincèrement un monde fou. Et c'est un plaisir, voilà, le nombre entre 8 000 et 10 000 personnes. Et quelles étaient vos revendications aujourd'hui? Sont claires et nettes. Celle citée dans les différentes déclarations, c'est l'annulation de la loi 15-16 du 31/12/2014, la nouvelle loi de la retraite, et le maintien de la loi 13-90, donc l'ancienne loi de retraite. On a revendiqué le meilleur pouvoir d'achat. Et aussi le code de travail, on a demandé que ce code de travail qu'on soit associé dans l'élaboration du nouveau code de travail. Et aussi, il y a une revendication importante, c'est la participation des syndicats autonomes dans les différentes rencontres, même dans la tripartite. Il faut on a demandé que la participation soit vraiment voilà, une bonne participation. Et pas comme observateur, mais comme acteur dans la tripartite. Et à qui a été la remise, remise de la plateforme? Comment? La plateforme a été remise à qui aujourd'hui? Non, on n'a pas remis de plateforme. Il y a eu l'intervention des cadres syndicaux du national, bien sûr avec une bonne organisation, une bonne animation. Voilà, mais la plateforme a été remise plutôt au ministère, mais c'est à Tizi juste pour casser le tabou, pour faire sortir les gens dans la rue, pour revendiquer pacifiquement.
Mais est-ce que les coordinateurs, est-ce que les coordinateurs ont été reçus par un représentant, un officiel, une autorité aujourd'hui? Non, on n'a pas demandé ça. Ça n'a pas été programmé, ça. D'accord. Donc l'objectif, c'est de faire une marche pacifique et de rassembler un nombre important de personnes. Et ça n'a pas été programmé. Est-ce qu'on a mis quoi que ce soit à qui que ce soit? D'accord. Merci, monsieur Aït Rabbi Atik Saha. Au revoir. Je vous en prie. Monsieur, au revoir. Al-Watan, gel de la loi sur la retraite. Marche de l'intersyndicale aujourd'hui à Tizi Ouzou par Fatima Aït Kaldoun Arabe. 8 à 10 000 personnes ont marché à l'appel de l'intersyndicale, composé de 17 syndicats. 8 à 10 000 personnes qui pourraient paraître peu pour ceux qui ont l'habitude des marches et des manifestations. Mais en Algérie, pouvoir faire marcher 8 à 10 000 personnes, c'est énormissime, surtout par les temps qui courent. Non, c'est déjà, il faut retenir au moins les points positifs, c'est que comme j'ai l'habitude de défendre quand même les syndicats autonomes, j'ai dit c'est un succès pour eux, c'est-à-dire pouvoir déjà se mettre d'accord sur une plateforme de revendication. À 17, hein? Exactement, et c'est-à-dire aller jusqu'à exprimer publiquement, c'est-à-dire les mêmes avis, les mêmes revendications, c'est-à-dire d'une manière complètement pacifique et civilisée, c'est-à-dire et là déjà c'est un succès. Après il faut dire que par rapport au nombre, je pense vraiment que c'est pas très important parce qu'on dit entre. Vous voyez, tout à l'heure, ils ont dit que 48 wilayas sont présentes. Hein. Voilà. Représentées, du moins. Du moins représentées, voilà. Et comme on a eu tout à l'heure le chiffre entre 5 000 et 8 000, vous voyez que ça a évolué. Maintenant, on parle de 8 000 et 10 000. Mais ça reste... Ça reste, c'est-à-dire secondaire, le nombre exact des marcheurs ou des gens qui ont manifesté aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que justement, quand il y a une volonté vraiment commune de faire quelque chose, de faire avancer le débat, de s'exprimer d'une manière claire et nette et pacifique surtout, on peut arriver. Là, je trouve que les trois revendications, on peut le résumer, c'est-à-dire le retrait de la nouvelle loi de la retraite imposée par la loi de finances 2017 et il y a c'est-à-dire l'essentiel de la réforme des codes de travail qui est refusée par les syndicalistes. Et il y a surtout, c'est-à-dire la revendication d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens qui ont en complète érosion à cause notamment de l'inflation. Mais cette fois-ci, les pouvoirs publics, si on peut les appeler comme ça, ont laissé faire. Hein, ils n'ont pas réprimé. Ce que je disais, c'est dans une dynamique d'accumulation. D'ailleurs, de ce plateau-là, souvenez-vous, lors justement du report de la réforme des retraites, sur instruction verbale du président de la République, vous vous en souvenez, j'avais dit que justement on reporte également la problématique, mais une problématique qui va être encore amplifiée davantage les semaines ou les mois d'intervalle. Donc aujourd'hui on est typiquement dans cette résultante. Et ces revendications vont s'accentuer, bien évidemment, parce que, vous savez, on parle de la loi des finances 2017, je veux dire, d'une manière naturelle, elle va se ressentir davantage qu'après 6 mois, qu'après un semestre. Donc on est justement dans cette période, je dirais, de transition dans laquelle on va vraiment voir l'impact de cette loi des finances, mais d'une manière frontale, encore une fois, à laquelle le peuple algérien n'a pas demandé, encore moins les salariés. Donc oui, mais moi ce que je retiens de cela aussi, c'est que les pouvoirs, vous dites les pouvoirs, les pseudo-pouvoirs publics ont laissé faire. Mais ils sont un peu dans un postulat justement de... Ils ne peuvent pas réprimer tout azimut. Absolument. Surtout qu'il y a des partis, je m'excuse pas de dire, il y a des partis politiques qui ont appelé à soutenir... Le FFS entre autres, je crois. Le FFS et je crois même le RCD aussi, il a appelé à soutenir la manifestation. Et à participer. Exactement. Il y a des associations de jeunesse, c'est-à-dire il n'y a pas que les syndicats. C'est pour ça que je dis, quand vraiment on a un projet clair et net, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes, ils ne s'interdisent pas de se rassembler publiquement. Nous allons voir quelques images, et nous revenons au sujet. Voilà l'image de la manifestation de ce matin, d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Et voilà, donc je rappelle qu'il y a eu 17 syndicats, hein,
plus des partis politiques. Et des associations. Des associations. Je crois qu'ils ont fait quand même un trajet important. Ils ont fait l'ancienne mairie au siège de la wilaya. Au siège de la wilaya. Ouais. Moi, je me réjouis de ce type d'initiative, effectivement, qui a trait justement à essayer de dynamiser ce sursaut républicain dont nous attendons, pour lequel nous œuvrons, nous militons tous, chacun avec ses moyens et son échelle. Mais je me réjouis également de voir ces mouvements fleurir un peu à travers le territoire national et prendre une dynamique, comme je disais, un peu plus importante. Pour le moment, fleurir à travers le territoire national, je crois que c'est trop dire. Ouais. Ça se passe à Tizi Ouzou. Mais vous savez, c'est d'une manière graduelle, ça se fera, ça s'est fait sur Alger. Pourquoi ça se passe le plus souvent à Tizi Ouzou, en Kabylie? On en a parlé hier. Pourquoi est-ce que c'est une région particulièrement contestataire? Est-ce parce qu'il y a une tradition de contestation, de syndicalisme, de politisation? Écoutez, loin de moi de penser que le reste des régions n'est pas contestataire, mais je pense qu'ils ont, on va dire, une approche un peu plus frontale, un peu réfractaire, qui s'exprime très rapidement, où il y a peut-être un peu plus de degré de sursaut républicain, d'actes citoyens proprement dit, pour leur permettre peut-être d'anticiper. Pourtant, je rappelle une chose, qu'on ne pense pas que nous sommes naïfs à un point où nous entrons dans ce genre de fourvoiement régionaliste. Ouais. Je veux juste dire une chose. Autant la contestation est très forte en Kabylie, la mobilisation citoyenne est la plus forte, pour parler franchement, la plus présente. Mais autant, il ne faut pas oublier que la plupart des généraux, c'est des Kabyles, le DRS était pris par les Kabyles, la plupart des ministres sont des Kabyles, ça veut dire... je trouve Yahya est Kabyle. Je trouve que c'est des raccourcis, mais non, c'est là les Kabyles. Vous n'avez rien dit quand je dis le Kabyle contestataire. Yahya est Kabyle, c'est là les Kabyles. Non, mais plein de Kabyles dans le régime. Je trouve que le débat dépasse ce genre de considération. Bien sûr. C'est des raccourcis, on rigole. Moi, justement, pour revenir à ce rassemblement d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons fêté hier. Nous sommes le 25, donc hier... Une chose, je vous interromps, je vous laisse poursuivre. La manifestation, moi ça m'a beaucoup plu quand j'ai entendu dire ça, très franchement. La manifestation a commencé par l'hymne national Qassaman. Ben oui. C'est formidable. Ben oui. Ouais, je vous laisse poursuivre. Et justement, c'est pour dire que ces syndicats autonomes prouvent qu'ils essayent de renouveler l'idéal de l'UJTA historique. Parce qu'hier, nous avons fêté le 61e Absolument, 24 anniversaire. février. Voilà, paix à l'âme de Aïsset Idel, d'Abban Arman et tous les autres. Voilà. Exactement. Et moi, je trouve que le syndicat ou le syndicalisme autonome pourrait justement porter, c'est-à-dire le flambeau de l'UJTA historique. Pourrait reprendre le flambeau de l'UJTA historique. Exactement, parce que je trouve vraiment que les syndicats ont un rôle principal, très important, pour toute construction justement démocratique, c'est-à-dire participer à la vie politique et économique du pays. C'est très très important, alors que nous savons que l'UJTA, malheureusement, depuis plusieurs années maintenant... Vous pensez que l'UJTA pourrait reprendre le flambeau de l'honneur de l'UJTA, de Aïsset Idir, et en même temps, comme le dit Samir, devenir demain une alternative, un partenaire pour une vraie transition dans un vrai redressement sociopolitique? Moi, je pense que l'UJTA, écoutez, historiquement parlant, a été créé justement dans une optique, une finalité bien précise, louable et honorable. Oui. Maintenant, c'est son action qui a été dénaturée par sa composante. Récupérée. Instrumentalisée également. Oui. Mais surtout dénaturée, parce que finalement, aujourd'hui, on a face à nous, moi je ne comprends pas quand on fait une réunion tripartite, entre l'exécutif et le patronat, mais également l'UJTA, où l'UJTA, au fait, elle est très malléable, elle est dans le sens justement que veut le patronat et l'exécutif. Donc finalement, à quoi bon avoir une tripartite, plutôt une bipartite. Mais vous voyez, il y a des éléments qui ne trompent pas. Donc aujourd'hui, je pense que, et c'est là où je m'en réjouis de voir des mouvements comme les syndicats autonomes qui, eux, je dirais, établissent un espèce d'équilibre. Certes, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais cette dynamique et cette accumulation, cette amplification créera peut-être un rapport de force. Et ce rapport de force est nécessaire, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour permettre d'en faire un levier
de substitution peut-être, mais un levier de changement vis-à-vis du JTA, où le JTA va devoir à ce moment-là se remettre en question, et peut-être pourquoi pas établir aussi un changement, une refondation de cette UGTA. Jamal, justement, pas disparaître. C'est-à-dire, moi, je pense vraiment qu'il y a un quoi à jouer, c'est-à-dire réformer l'UGTA de l'intérieur. C'est-à-dire, il y a, comme on a parlé de la Kabylie, de Tizi Ouzou, de la Kabylie en général, c'est-à-dire les petites sections locales, ils peuvent éventuellement reprendre le pouvoir. Les unions communales, les unions territoriales, les unions de wilaya. Ils peuvent imposer c'est-à-dire leur point de vue avec S, c'est-à-dire sur la prise de décision nationale. Il y a aussi une revendication très importante. Juste ce point-là, il y a un point, c'est-à-dire dans les revendications des syndicats autonomes, ils disent qu'ils veulent désormais participer à la tripartite. Justement, je vais y arriver. Mais je voudrais vous dire une chose. Oui. Comment pouvez-vous penser que le JTA pourrait s'amender ou se refaire une virginité ou se nettoyer de l'intérieur quand on sait que le JTA est devenu un large appareil de flicage des travailleurs, un syndicat complètement corrompu qui se sustente du sang des travailleurs, puisque presque tous les responsables du JTA profitent un maximum des mutuelles, fameuses œuvres sociales. Ils sont riches à milliards. À Sonatrach, par exemple, le JTA, c'est des multimilliardaires. C'est des gens qui ont mis le grappin sur l'ensemble du corps syndical de l'UJTA. C'est une vraie mafia. Et au point où ils envoient des gens battre à coups de poing les gens qui essayent de bouger. C'est une vraie mafia. Comment pouvez-vous penser que... C'est pour ça que je dis, d'ailleurs, je vais raconter une anecdote, quand on me dit tripartite, je dis, elle n'est pas une tripartite. Ouais. Et il y a un élément qui manque, qui est un représentant des travailleurs des JTA. Il est justement partagé entre une moitié qui soutient le patronat et la deuxième qui soutient le gouvernement. Donc, la même qui soutient le patronat est un patronat elle-même. Exactement. Mais sinon, la tripartite qu'il demande, c'est très intéressant ce que vous disiez. Exactement. Il demande à faire partie de la tripartite, qui ne serait donc plus la tripartite d'abord, à moins que tous les syndicats autonomes se considèrent comme une partie. Y compris le JTA, c'est-à-dire, ça resterait une tripartite, mais c'est-à-dire la composée de l'UJTA et des syndicats autonomes. Parce qu'il faut dire que sur le terrain, il y a une vraie lutte qui se passe actuellement. Quand on prend par exemple des secteurs comme la fonction publique, le JTA résiste encore disons qu'ils sont majoritaires, mais dans les autres secteurs, les syndicats autonomes, ils ont quand même une base militante très importante. Et encore une fois, le rassemblement d'aujourd'hui le prouve. C'est-à-dire ils arrivent à mobiliser, ils arrivent c'est-à-dire à défendre des revendications quand même qui tiennent la route. Ils vont pouvoir forcer le blocus parce que jusqu'à présent, le régime a su les contrer en leur criant des clones. Oui. Il a su les contrer en les réprimant très durement, en les mettant en prison. Malgré tout, ils ont tenu le coup. Ils sont en train de faire des manifestations de plus en plus réussies. Et vous pensez qu'ils vont pouvoir arriver à constituer un vrai bloc dans lequel ils seront tous dedans? Je pense que, et ça c'est très important, que les syndicats, comme dans les pays du monde entier, font partie, c'est-à-dire de la société civile, qui est en quelque sorte le cœur lui-même de la démocratie. Si on prend par exemple l'exemple de la Tunisie, avec ce qui s'est passé lors de la révolution tunisienne de 2011, le JTA, durant les dernières années... Plutôt le GTT, c'est un lapsus révélateur. Le GTT, lors de plutôt peut-être les dernières années, disons le dernier mandat de Ben Ali, était devenu pratiquement un partenaire politique, un opposant politique. Non, au contraire, c'est-à-dire sur le plan national, la direction nationale, c'était plutôt pratiquement une organisation satellitaire. Ils ont même appelé à voter officiellement avec un communiqué et tout, à voter Ben Ali. C'est-à-dire le JTA bis. Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau, justement, comme j'ai dit, des sections locales, selon les régions différentes, ont pris le pouvoir. Et je vous donne un exemple. La marche elle-même du fameux 14 janvier sur Tunis, certains disent que le GTT a donné c'est-à-dire l'ordre de marcher. Et en fait, c'était pas du tout le GTT. C'était les cellules locales. C'était le GTT Tunis, la Asima, c'est la capitale. Et donc, je crois vraiment que c'est
bon exemple à développer et dire que les syndicats, les associations, c'est-à-dire de quartier, les associations culturelles, c'est-à-dire encore aussi avec un travail profond, c'est-à-dire et constructif avec les partenaires politiques, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition, tout ce monde-là, ce bon monde-là, il peut construire ensemble une alternative. Samuel est en train de nous parler ce que personnellement j'entends par société civile. C'est ça la société Exactement. civile. C'est un composant de tout ce qu'il est en train de citer et plus encore. Vous pensez que c'est possible demain l'éclosion d'une vraie société civile dynamique qui s'implique sur le terrain politique? Je pense au-delà des discours, bien sûr, il faut aussi qu'on ait une approche un peu pragmatique sur la question, et réaliste et faisable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas établir ce type de société civile dans un écosystème qui n'est inapproprié, qui n'est pas adapté. C'est pourquoi on l'établit, elle s'établit d'elle-même. Ouais. Elle s'établira d'elle-même. C'est Bien une sûr, lutte elle pour, s'établira d'elle-même avec justement les conséquences des mouvements et des revendications qui se font en amont. Donc nous ne pouvons pas... Vous êtes pour le tout politique, ça veut dire des partis politiques d'un côté, pas du tout, non, mais avec un régime de pas l'autre. du tout, c'est indissociable. C'est un mouvement populaire avant qu'il soit un mouvement politique. Donc c'est un mouvement citoyen. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons de voir ce type d'action. Maintenant, c'est peut-être aussi une approche cartésienne et un peu très puriste qui consiste à voir les choses sur une globalité, non pas sur un segment bien précis. Pour créer une société civile, il faut mettre les prémices justement de cette démocratie qui permettra de faire fleurir la société civile digne de ce nom. Aujourd'hui, théoriquement, on est dans un État démocratique, mais nous savons très bien que c'est un leurre à travers justement les forces extra-constitutionnelles, à travers justement la confusion des pouvoirs. Donc, à quoi bon essayer d'imaginer un imaginaire qui n'existera pas? En revanche, agir dans ce sens, avec des actions propres, franches et responsables. Quand vous parliez tout à l'heure des revendications justement des syndicats autonomes, j'avais parlé de peut-être cette création de rapports de force qui, pour répondre à votre question, permettra à l'UGTA peut-être de peut-être remettre en question, de revoir certaines choses, de revoir sa feuille de route, peut-être de faire une espèce de drainage, de purge au sein de cette UGTA. Parce qu'encore une fois, le fond de cette institution, cette UGTA, a été dénaturé. Donc si nous retrouvons cette essence même initiale de cet organisme, nous aurons gagné pas mal de choses. Comme quoi tout est possible. Nous arrivons à la fin de l'émission sur ce constat et nous espérons à l'UGTA, justement en mémoire à cette idée et ses camarades qui ont fait une telle belle œuvre, qui a donné tant de promesses, qu'elle puisse peut-être reprendre droit à la légitimité, mais vraiment, et sans être prise en otage par des crapules et des canailles. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci. C'est comme ça. Merci.